bonjour à tous et toutes. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Je vais mettre mon présentation. C'est bon comme ça, vous Oui, voyez? bon, on le voit. OK. Donc, merci à tout le monde. Je suis Sébastien Duque. Je suis architecte de formation et après, je me suis spécialisé dans plusieurs aspects de la vie architecturale, mais notamment la partie numérique. Et je suis arrivé à CECAS par invitation de Sergi, qui est le coordinateur d'UCAS. Moi, je joue le rôle du candidat, du candy un peu sur le côté BIPV. Et j'ai fait beaucoup l'architecte pour vérifier que toutes les notions et tous les aspects qu'on voit soient compréhensibles pour notre public cible. Euh, comme j'ai dit, l'architecture, c'est un partie importante de cette casse et elle est principalement dirigée à des architectes, mais pas que. Et même si ce n'était pas le cas, quand on parle de photovoltaïque intégré au bâtiment, il faut sûrement ajouter la technologie, donc qu'est-ce que l'industrie fait, et l'énergie, comment on va gérer cette chose qu'on produit. Donc, justement, dans cette case, on a trois unités organisatrices. Donc, d'abord, l'architecture, notre groupe Build, dirigé par Sergi, et la technologie, que c'est les PV Lab et les STIEPFL, dirigés par Christophe Valif, que c'est le directeur académique du CAS. Et last but not least, c'est le centre de l'énergie EPFL, dirigé par Jasmine Calissesi, c'est notre directrice opérationnelle. Donc, ces trois domaines se met ensemble pour accomplir les objectifs du CAS. Donc, principalement, c'est attaquer les constructions nouvelles, mais aussi des rénovations pour intégrer le photovoltaïque à la construction. En faisant ça, acquérir des principes technologiques et scientifiques par rapport à l'industrie, optimiser la performance énergétique de ces bâtiments, apprendre à évaluer ça et connaître bien la réglementation et les soutiens institutionnels qu'on a aujourd'hui pour ce type de projet. Euh, pour atteindre ces objectifs, on a imaginé que le plus adéquat, c'est de travailler sur un projet architectural qu'on va développer le long du cours. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé 10 modules qui se répartent dans 15 jours. Quelques modules se passent dans une journée entière. Quelques autres ont besoin aussi d'une matinée après. Et pour développer ces projets desquels j'ai parlé, on a divisé de manière générale ces journées en matin pour la théorie et tous les principes de base et l'après-midi pour ce qu'on appelle l'atelier, donc le travail sur les projets pratiques ou des visites à des projets réels et des cas spécifiques. Donc, c'est comme ça qu'on a conçu une séquence qui est similaire à la séquence de développement d'un projet. Donc, si on analyse les fascias d'un projet architectural, on commence pour la conception du projet. Après, on ajoute toutes les parties budgétaires, normatives, techniques, performatives pour finalement passer à la phase d'exécution du projet, de l'ouvrage, euh, les- la livraison et finalement la, la, la maintenance. Donc, vérifier comme le projet marche. Donc, on a voulu répartir notre module selon cette séquence et à la fin, on va avoir ce qu'on appelle les, les projets construits. Donc, ça va être la présentation finale. Donc, si on analyse un peu ces trois gros parties, les quatre premiers modules, dans les premiers modules, on va avoir un aperçu général de qu'est-ce qu'on va voir dans tous les cas et on va recevoir votre projet. L'idée, c'est que toute personne inscrite nous donne un projet qui, elle ou il voudrait travailler pendant les cas. On l'analyse et on se prépare pour travailler sur ça. Si les participants n'ont pas de projet, ça, c'est pas grave. On a préparé quelques modèles
pour travailler en dessous. Donc, c'est là où on commence à configurer notre projet. Après, dans le module 2, on va voir les contextes historiques et urbains du photovoltaïque. Continuer à travailler dans les projets. On va faire des visites. Dans le module 3, on va attaquer l'architecture. Est-ce que ça veut dire dessiner avec les modules, les panneaux photovoltaïques? Comme matériel de construction, comme un matériel de construction en soi et comme notion pour la conception architecturale. Et à la fin de cette première partie, on ajoute toute la partie constructive, les produits offerts par l'industrie, et on continue, on va visiter des, des usines et des endroits où on produit ça. Dans le deuxième bloc, on va aller plutôt dans la partie réglementation et on va explorer les besoins énergétiques de notre bâtiment. Donc, on va apprendre à faire ça à l'aide des logiciels pour savoir combien d'électricité finalement on a besoin. Et finalement, faire les bilans par rapport à la conception qu'on a fait, combien d'énergie on a pris. euh, Comme on y va par rapport non seulement à les besoins énergétiques, mais aussi à l'empreinte carbone sur la planète. Et finalement, on rentre dans la phase finale où on va essayer plusieurs outils numériques qui simulent un peu ces partages nécessaires à la fin d'un projet, de communiquer un projet photovoltaïque à des techniciens, des mandataires plus spécialisés. Donc, on va avoir un peu des notions de BIM et d'échange des maquettes numériques. Et on va voir aussi simuler un peu que dans l'opération, dans la maintenance, comment est-ce que ça se passe dans son bâtiment. Les modules 10, c'est dédié à une présentation, donc on va passer par tous les candidats qui vont présenter et ils vont pouvoir avoir les bons feedbacks de tous les participants des enseignants pour en janvier finalement présenter le projet final. Ça, c'est un peu le schéma général. Comme dit avant, on va donner 12 crédits et une certification CAS. Les formats sont 10 modules. Ça se passe, la plupart des modules vont se passer à l'EPFL, dans l'Innovation Park. La langue, c'est français, mais peut-être il va y avoir quelques intervenants qui parlent l'anglais. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Vous pouvez scanner même cette QR code. Et les prérequis, on est assez ouvert, donc il faut parler français et anglais. Il faut avoir des connaissances CAO, mais pas si profondes. On est là pour vous aider à utiliser tous les outils proposés. Et tout le reste des prérequis, vous les trouvez dans l'inscription en ligne. Maintenant, je passe la parole à Sergi pour qu'il vous montre un aperçu plus tactile de qu'est-ce qu'on va faire. Et je suis disponible après pour des questions. Merci. Merci Sébastien. Euh, Moi, je suis aussi architecte. J'ai fait une double formation, architecte et ingénieur. Et j'ai fait mon doctorat à l'EPFL en lien avec justement l'intégration d'énergie photovoltaïque, profitant du processus de rénovation des bâtiments. Et c'est derrière cette étude de doctorat que, on s'est dit, toute cette expérience, toute cette exploration, ça devrait être concrétisé d'une façon ou d'une autre. Et on pense que le CAS, c'est une bonne manière de faire du transfert de connaissances d'une thèse que on fait dans un coin pendant 4 ans. Mais en fait, après, faut pouvoir voilà, être appliqué de façon plus large. Je veux me mettre à la place d'un participant du CAS et c'est ça qu'on va voir. En fait, la première chose que j'aimerais bien vous montrer, c'est l'approche photovoltaïque. Ça, c'est ce qu'il y a encore.
dans la tête de beaucoup de personnes, quand on pense du photovoltaïque, on pense à ça. C'est des panneaux solaires standards, le plus euh, bon marché possible, le plus efficace possible, orienté de façon le plus efficace possible pour avoir un prix de l'électricité qui sort des panneaux le mieux. Mais ça, c'est pas du tout intégré. C'est pas du tout ce que vous allez voir dans ce cas. Il y a eu quand même des avancées pour passer de quelque chose complètement non intégré à des, euh, ce qu'on appelle une intégration par couche ou ouais, de photovoltaïque mis sur des infrastructures ou des bâtiments existants, mais sans avoir la notion de multifonction. Le panneau profite de la surface d'un bâtiment existant, profite d'une orientation, dans ce cas-là, prédéfinie, mais n'apporte rien d'autre au bâtiment. Ne protège pas de la pluie parce qu'il y a en dessous, il y a déjà les tuiles. Alors voilà, ça c'est quelque chose qui a été voilà, une phase de transition. Mais ça, comme vous pouvez voir, c'est quand même aujourd'hui c'est difficile à faire passer dans un permis de construire quelque chose comme ça, surtout en centre-ville. Mais il y a d'autres avancées qui ont fait son chemin. Et aujourd'hui, et je vous mets vraiment cette image qui date déjà de 2012, mais c'est parce que c'est une compétition sur l'art Décathlon, pour ceux qui connaissent, c'est une compétition internationale des étudiants qui doivent designer une maison solaire autosuffisante, etc. Et dans cette occasion-là, ben, les industries qui accompagnent ce genre de projet font aussi de la recherche appliquée, produisent de nouveaux produits photovoltaïques. Et c'est dans ces cas-là où on voit que ben, les deux façades ici dans le module que je vous montre en photo, ces éléments sont photovoltaïques, font partie intégrante de la façade, protègent l'isolation derrière, et ils ont une logique architecturale au niveau des joints et du calpinage. Ça, c'est des genres de produits qui existent aujourd'hui. Il y a de plus en plus. Et sans compter les produits qu'on peut faire sur mesure aussi. Comme vous voyez, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui est pas encore bien intégré dans le processus de design architectural, soit de nouvelles constructions, soit de rénovation. Ici, je vous montre deux exemples en Suisse du même architecte, un qui a été fait en 2013 et un autre qui a été fait en 2016. On voit que l'architecte a fait l'effort de faire toute une composition de façade avec les produits qu'il avait à disposition en 2013, mais il a utilisé des panneaux assez standards avec des cadres aluminium et tout ça. Et voilà le résultat. On peut aimer ou on peut pas aimer. C'est une question aussi d'appréciation. Mais, euh, mais je trouve que le processus que l'architecte a suivi a été courageux, a été bien. Il a fait en fait son travail, le travail d'architecte, en intégrant ce genre de produits comme un nouveau matériau de construction, comme Sébastien vous a annoncé. Le deuxième. Et il a fait la même chose, on va dire la même procédure. Il a utilisé un autre matériau qui est, lui, sans cadre. Il est customisé au niveau de la couleur. On ne voit pas les cellules. On dirait, de loin, on pourrait dire que c'est de l'éternite, une façade ventilée en éternite. Mais dans ce cas-là, toutes les surfaces ici dans ce projet sont actives, produisent de l'électricité. Ce type de produits ont été développés pendant des années et un des développeurs, c'est le laboratoire PiviLab avec l'OTSEM à Neuchâtel. C'est pour ça qu'on se fait accompagner pour ce cas de ces entités. Et ici, on peut voir.
qu'il y a déjà des produits qui sont pensés depuis l'industrie pour remplacer, en tout cas donner l'option de remplacer des toitures complètes qui précédemment étaient avec des tuiles d'une couleur terracotta. Ça, c'est le premier produit qui est sorti. Et aujourd'hui, on a encore avancé. Il y a des produits qui reproduisent encore mieux, sans brillance, le ton. Ils sont différents entre les différentes tuiles pour donner vraiment l'aspect comme si c'était des tuiles. Et là, il y a aussi des discussions à mener. Est-ce qu'on veut imiter ce qu'on avait jusqu'au moment où on veut vraiment que ça ressemble à des tuiles, où on veut montrer que c'est une autre façon de construire avec des autres produits? C'est deux approches valables et applicables en fonction du contexte. Une fois, on se confronte à, si on veut appliquer certaines choses au centre-ville, on se confronte avec des règles strictes au niveau de patrimoine, conservation, etc. Et là, il faut faire un effort encore plus grand pour trouver le bon produit qui va nous aider à pouvoir aller de l'avant avec le projet. Ici, je vous montre un des cas d'études que j'avais étudié pendant ma thèse. C'est un bâtiment typique. Euh, Vous voyez, quatre étages, c'est divisé chaque étage en deux, c'est deux appartements. Maintenant, il a été rénové, mais il était dans un état assez critique, sans isolation, une passoire énergétique incroyable. Mais là, les propriétaires font l'effort de rénover ce bâtiment. Et ce processus de rénovation, ce qu'on a fait, c'est étudier le pourquoi pas essayer de intégrer du photovoltaïque dans ce processus au lieu de juste dire, bon, on va mettre du crépi de la même couleur comme on avait avant et that's it. Et c'est un petit peu ça ce qu'on veut travailler avec vous dans le CAS. Ça, c'est un autre cas d'étude des années 70. Ça, c'est une façade avec des façades préfabriquées en béton. Vous verrez que on peut aussi donner une réponse à ce genre de bâtiment. L'idée derrière du cas, c'est la philosophie de comment un architecte peut apprendre ce genre de projet en partant de l'idée qu'il y a des produits qui existent, des produits sur mesure, des produits un peu plus standardisés mais déjà adapté au bâtiment et pas ce qu'on a vu au début, hein, des panneaux juste pour faire des fermes solaires. On part d'une idée de plus à moins customisée, comme vous voyez ici dans le schéma. On peut avoir le scénario 1, ici le S1, je me réfère à à des produits complètement customisés. L'architecte fait son design. Finalement, on a des surfaces qu'on identifie comme intéressantes pour la production solaire. Donc, on fait faire des panneaux sur mesure avec un calpinage des cellules photovoltaïques à l'intérieur de chaque panneau complètement customisé. Ça coûte cher, mais c'est possible de le faire aujourd'hui. Il y a eu un mariage entre deux industries, j'ai envie de dire, hein, l'industrie du verre et l'industrie du photovoltaïque. Et on peut faire aujourd'hui ce type de produit. Alors, on pourrait répondre aux exigences les plus strictes au niveau patrimoine, etc. Après, il y a l'autre approche où on se dit, on va quand même utiliser des panneaux de taille standard. On peut arriver à couvrir les surfaces, même s'ils sont des géométries un petit peu différentes. C'est pas grave, on les couvre avec des éléments qui sont pas actifs, comme vous voyez dans le dessin, le petit triangle gris. Et à la fin, on a euh, quelque chose d'homogène et on accepte qu'on aura peut-être quelques joints. Ça, c'est vraiment le travail de l'architecte, de designer, c'est tenir en compte tous ces genres de choses. Là, le troisième scénario, c'est de dire, non, non, on va faire l'effort d'utiliser les panneaux le plus standard possible au niveau de la taille. Et de cette façon,
avec ce type de produit et ce catalogue de produits, on va faire en sorte que notre calpinage de façade, notre design du bâtiment va faire que ce soit possible de limiter la quantité de panneaux différents, par exemple, de tailles différentes, de façon à jouer avec l'économie d'échelle et optimiser la, l'installation photovoltaïque, que je répète, à la fois, c'est la façade. Pour ce premier cas d'étude, j'avais proposé trois scénarios différents. On avait nommé ça conservation dans l'idée où, au niveau design, on veut respecter au maximum l'aspect du bâtiment. Rénovation, le scénario 2, on se permet de changer un petit peu l'aspect du bâtiment et on va chercher encore plus de performance énergétique. Il y a un petit peu plus d'isolation, il y a aussi pour l'instant ici dans la coupe, vous voyez des panneaux solaires en toiture, mais il y a aussi en façade, je vais vous montrer avec l'image suivante. Et après, il y a le troisième scénario où on essaye d'aller le plus loin possible au niveau de la performance, et on parle d'une performance globale au niveau CO2, énergie, autoconsommation, autosuffisance, tout. Dans ces cas-là, on a même proposé des façades qui viendraient s'ajouter au bâtiment. On changerait même la taille des fenêtres, etc., pour faire quelque chose de préfabriqué, bas carbone, etc. C'est d'aller le plus loin possible. Ici, vous voyez la même chose, mais maintenant, non. Ça, c'est un peu les rendus c'est des images synthétiques, hein, c'est des images que j'ai fait pour montrer qu'est-ce que ça pourrait donner comme image. Le premier scénario, on voit presque rien parce que c'est en fait la toiture qu'on a activée. Le deuxième, on voit qu'on active aussi une partie des garde-corps des balcons. Et pour le troisième, en fait, c'est une activation de toute l'enveloppe du bâtiment, incluant aussi les balcons, qu'on les a coupés. On a coupé les balcons précédents pour couper le pont thermique et on a fait des nouveaux balcons un petit peu plus grands, métalliques, autoportants, etc. C'est la, toute la vision globale du projet qu'on met en place. Et c'est un peu ça qu'on veut amener dans le CAS. On va se concentrer bien sûr sur le photovoltaïque, comment on le design, comment on peut designer depuis le début avec ces notions de base qui permettront à la fin d'avoir une installation cohérente, mais on n'oublie pas la construction, l'architecture, la physique du bâtiment, etc. Pour le deuxième scénario, je pars de la même idée, hein. Conservation, on essaye de maintenir au max l'aspect. La rénovation, on essaye d'aller plus loin au niveau de la performance en gardant les lignes directrices, on va dire, du design du bâtiment existant. Et comme avant, la transformation, c'est vraiment une nouvelle peau pour le bâtiment. Ici, dans ces cas-là, pour le premier scénario, étant donné la façade particulière de ce bâtiment, on a pris on va dire la décision de isoler par l'intérieur et utiliser les garde-corps comme support pour des panneaux sur mesure couleur gris béton. Parce que ce bâtiment, c'est une tour, on a beaucoup plus de façade que de toiture. Là, ça vaut la peine de faire un effort plus grand dans ce sens-là. Le deuxième scénario, on a fait l'effort de isoler à l'extérieur, mais en reproduisant la géométrie qu'on avait originale du bâtiment. C'est un exercice. Peut-être c'est moins réaliste et très cher, mais c'est juste pour montrer quelle serait l'approche. Et la transformation, c'est comme avant, une nouvelle image du bâtiment. Je vais vous montrer. Voilà les différentes images. La première, c'est subtil, mais vous voyez sur les garde-corps, il y a ces panneaux customisés au niveau de la forme et aussi visuellement. Il y a quelques joints qui apparaissent. Ça, c'est quelque chose qu'on peut accepter. La deuxième, on fait l'effort de reproduire la même géométrie en isolant à l'extérieur.
Il y a quand même des soucis, hein, on réduit quand même l'éclairage intérieur, naturel, etc. C'est des choses qu'on va aussi amener dans le casque. Et pour la transformation, une, un scénario qui pour moi serait le plus cohérent dans ce type de projet si il n'y a pas de souci avec patrimoine ou autre contrainte, serait de essayer même améliorer l'éclairage naturel du bâtiment, et faire des plus grandes ouvertures. Et on profite pour activer, faire un calpinage où il y a la plupart des panneaux sont de la même taille. Ça fait on peut jouer avec l'économie d'échelle et avoir finalement une qualité architecturale bonne. Dans tous ces processus comme vous voyez, hein, on a passé d'un bâtiment de taille constructive où on met les panneaux. Finalement, il faut décider. Une fois on a fait ce design et on a identifié, ici vous voyez, on identifie les surfaces potentiellement activables. Après, il faut décider quel type de produit, etc. Et si vraiment on les active toutes, ça c'est aussi une question. Euh, on va faire une analyse. Ça fait partie des outils qu'on va utiliser pendant le cours. C'est des analyses d'irradiation sur toutes les surfaces potentiellement actives ou activables. Et on va essayer de trouver le bon équilibre entre production, CO2, hein, quand on produit un matériau, que ce soit un panneau solaire, un Eternit ou peu importe, on produit, on émet du CO2. Il y a une énergie grise qui a été dépensée. Et si on met des surfaces dans des endroits où ils vont rien produire parce qu'ils sont très ombragés ou mal orientés, c'est pas rentable, environnementalement parlant, faire activer cette surface. Alors, on utilisera un produit non actif qui peut-être a le même aspect, mais il n'est pas connecté et pas actif. Ça, c'est assez technique, hein, mais on verra bien dans le cas, si vous avez envie de suivre ce cas. Euh, c'est ce type d'équilibre qu'on veut trouver. Ici, la courbe, par exemple, si on regarde pour le premier scénario, on a une courbe verte qui représente l'autarcie. Ça veut dire l'autonomie énergétique. En fonction de, vous voyez en haut, la surface des panneaux solaires, plus à moins, parce qu'on filtre, on enlève des panneaux, en fonction de l'irradiation reçue. Et après, il y a l'autre courbe bleue qui est l'autoconsommation. La quantité d'électricité qui est produite en même temps qu'on peut la consommer. Et ces deux courbes qui vont dans le sens inverse. Et ça permet de trouver une espèce d'optimum ou équilibre entre ces deux paramètres qui permet de filtrer, en fait, de filtrer les surfaces en disant, bah, pour ce bâtiment, cet algorithme qu'on a utilisé nous dit pour ce bâtiment, toutes les surfaces qui reçoivent plus que 800 kWh mètre carré année d'énergie solaire sont activables et sont rentables. Pour l'autre cas d'étude, c'est la tour où il y avait voilà, beaucoup plus de surface de façade que de toiture. Ce processus d'évaluation nous montre déjà que il nous dit que l'optimum est plus bas. Ça veut dire que même s'il y a des surfaces qui reçoivent moins d'énergie, on devrait les activer et sont rentables pour être activées. Ça, c'est quelque chose qui bascule un peu les pratiques usuelles jusqu'à il n'y a pas longtemps où on demandait à un installateur de nous dire bah, est-ce que mon toit ou ma façade est acceptable pour mettre des panneaux solaires et on utilisait les 1000 kilowatts. 1000 kilowattheures mètre carré, moins que ça, c'est pas rentable. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, les produits sont beaucoup plus efficaces. Si on fait un bon design avec l'architecte, on peut avoir des prix corrects. Ça fait que il faut qu'on utilise ce genre d'outils numériques pour bien affiner quelles sont les surfaces activables ou pas, qu'est-ce que ça veut dire rentable ou pas, etc.
Et comme j'avais déjà dit un petit peu avant, l'analyse qu'on veut faire, c'est une analyse globale. On veut vraiment savoir quelle est la performance de l'installation photovoltaïque elle-même, mais aussi de tous les éléments qu'on a utilisés pour faire la rénovation ou pour le nouvelle construction. Et ça, on le fait avec une analyse de cycle de vie qu'on va intégrer dans notre processus de design et d'évaluation. Ici, juste à titre d'exemple, pour ce cas d'étude de la tour en béton, euh, ici vous voyez un résultat de ce qui est l'impact CO2 de différents éléments constructifs qu'on a utilisés, de la façade, la toiture, les fenêtres, etc. Mais aussi ben, l'installation photovoltaïque qui est elle en noir, ici, 1,1 kg de CO2 mètre carré année, c'est l'impact de cette installation. Et ici, vous voyez, la consommation d'énergie est faible parce que déjà, on a isolé, on a réduit les besoins et en plus, on produit de l'électricité qu'on autoconsomme. Si on fait l'exercice de dire, bon, je ferai le même design architectural, mais je ne mets pas une façade active, je mets juste de l'éternite. Voilà, on produit rien. Ça, c'est la différence. Euh, Comme vous voyez, la consommation, bah, elle augmente parce qu'on n'a pas cette efficacité ou cette efficience de pouvoir autoconsommer l'électricité propre qu'on produit. Et là, on dépasserait les objectifs 2050 pour ce type de projet. Ça veut dire que si on veut atteindre des objectifs 2050 définis par la Confédération, on n'a pas d'autre choix que travailler avec ces nouveaux produits actifs photovoltaïques dans ce cas-là pour faire des nouveaux bâtiments, des rénovations qui peuvent atteindre cet objectif. Et juste pour finir, si je vous ai montré un exemple de rénovation, parce que c'est quelque chose qui va s'incrémenter, ben déjà on voit qu'il y a presque plus de rénovation que de nouvelles constructions et ça va aller dans ce sens-là, pas seulement en Suisse, mais ailleurs. Mais si on veut faire de nouveaux bâtiments, on peut suivre exactement la même procédure. Et c'est ça que on a fait l'exercice avec l'équipe au campus EPFL de Fribourg, où on a designé ensemble avec les équipes de mandataires, des ingénieurs, des architectes et maintenant avec l'entreprise de construction un nouveau bâtiment qu'on est en train déjà de construire. Et une des choses importantes, c'est l'installation photovoltaïque qui va être aussi utilisée pour expérimenter avec ce type d'installation au niveau stockage, etc. Mais on peut montrer ici dans ce bâtiment différents types d'intégration. En fonction de si on a une pergola, on aura des produits translucides où on sépare les cellules photovoltaïques pour laisser passer de la lumière. La même chose est appliquée dans les jardins d'hiver. Des toitures avec des panneaux plus standards, des toitures plates avec plus de panneaux plus standards et avec une toit végétalisée que, on va voir si il y a un effet au niveau de la végétalisation et la part en arrière, la partie arrière du panneau qui pourrait être rafraîchie par l'effet d'évapotranspiration de la végétation. Ces genres de choses, hein, utiliser par exemple les brise-soleil de protection pour aussi produire de l'électricité. Pour ça, on a besoin d'un produit flexible, un produit léger. Ça existe, on le trouve. Alors, voilà, vous voyez ici un exemple de nouvelles constructions. Ça, c'est ce que vous pourrez voir à Fribourg en 2027. C'est notre futur bâtiment où on voit un petit peu comme l'architecte a déjà prévu les garde-corps photovoltaïques avec un design spécial proche du bois, mais c'est pas exactement. Il veut pas non plus essayer de simuler le bois, mais c'est un pattern intéressant, et les jardins d'hiver, la pergola, etc. Voilà ce que j'avais préparé pour cette séance d'information. Je pense que peut-être c'est le moment de passer aux questions, s'il y en a. Oui.